Emmanuel Aumonier, Médiasphère. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à vous, Régis Le Sommier. Vous êtes l'invité de Médiasphère ce soir pour parler de plein de choses, mais entre autres du lancement d'un nouveau média, Omerta, 100% digital. D'après ce qu'on voit sur le site internet, ça sera centré sur le contenu vidéo, mais il y aura aussi un peu certains articles. Et vous allez nous parler de cela. Vous allez nous parler également de votre carrière à Paris Match. Vous y avez passé 27 ans, si le compte est bon. Tout à fait, ça fait beaucoup. Ouais. Grand reporter, puis directeur adjoint jusqu'en 2021. Mais votre actualité, donc, c'est que vous lancez Omerta. Alors, pour quelles raisons vous décidez de lancer un nouveau média ? Si vous voulez, Omerta, quelque part, ça correspond à un désir que j'avais quand j'étais déjà à Paris Match. Ce journal merveilleux, dans lequel j'ai consacré plus de la moitié de mon existence. En fait, a une particularité, c'est qu'il nous permet d'avoir des accès absolument incroyables, que ce soit sur des théâtres de conflits ou auprès de personnalités internationales, parce que c'est un journal mondial, un journal connu à l'international, et j'ai toujours rêvé de le décliner en vidéo, de le décliner avec de l'image animée. Alors on sait que la caractéristique de Paris Match, c'est l'image fixe, c'est la force de cette image-là, mais je trouvais qu'il y avait une évidence, et au vu de l'évolution des médias, justement, de proposer finalement d'utiliser ces accès pour faire du documentaire, de l'investigation sur des formats courts, des formats longs, utiliser tout ça. Donc j'avais commencé un petit peu à le faire autour de mes reportages à Paris Match. Et là, Omerta, ça a été une opportunité parce que je trouve aussi, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai créé ce média, que le grand reportage et le fait d'aller sur le terrain aujourd'hui, j'ai plein de confrères qui le font et qui le font excellemment, mais c'est quelque chose qui est un petit peu passé au second plan par rapport notamment à ce qu'on appelle le talk, ou par rapport finalement à une sorte de dérive un petit peu des médias, je dirais, vers sûrement ce qu'on appelle un peu l'analyse de plateau, où on voit des experts qui un jour sont experts du Covid, le lendemain experts de l'Ukraine, et je trouve que tout ça n'est pas très très sérieux, et or j'ai vraiment une conviction profonde, c'est que pour le téléspectateur, pour le lecteur, pour celui qui va consommer le média, il est important d'aller toujours sur place et de maintenir cette flamme, de maintenir cette volonté d'aller quelque part. Alors, on me dit souvent, oui, mais on ne connaît pas toute la vérité en allant quelque part, et moi je dis, on ne connaît pas toute la vérité, mais on en sait un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. Et c'est vraiment la promesse éditoriale d'Omerta, c'est-à-dire qu'on va vous parler de l'Iran, quand on va vous parler de l'Irak, de l'Azerbaïdjan, de l'Afghanistan, et puis pour ce qui est des documentaires qu'on va lancer le 16, c'est-à-dire l'Arménie, le front côté russe, côté ukrainien, et tout un tas de phénomènes de société. La promesse éditoriale, c'est qu'on vous dit, on vous amène là-bas, on y va, et on y a été. Voilà ce qu'on a vu. Voilà. Alors, il y a le nom Omerta qui en dit long peut-être sur votre diagnostic du paysage médiatique français actuel. C'est quand on crée un média, souvent c'est qu'on pense que l'offre n'est pas suffisante. Vous avez la sensation que les médias français sont peut-être trop timorés ou ont tous le même son de cloche ? Alors, en effet, il y a la question du son de cloche, il y a la question de pas avoir d'interdit. Omerta, il faut le prendre évidemment à rebours, en disant qu'on va briser l'Omerta sur certains sujets. Vous verrez, le 16 novembre, d'ailleurs je vous invite cordialement à venir nous rejoindre au théâtre du Gymnase, puisqu'on présente donc ces deux documentaires qui sont des grands reportages, mais on en a un qui est très troublant, qui est un documentaire sur la transidentité. Alors c'est pas banal, et c'est fait par une de nos jeunes reporters qui s'appelle Amélie Menu, et qui a une vision, qui a été dans ces mouvements, qui les analyse parce qu'elle les a connus. C'est quelque chose qui peut toucher nos adolescents, c'est quelque chose qui fait peur, c'est très intéressant comme documentaire, et donc là, l'idée c'est de raconter ce que c'est vraiment. Parce que souvent, quand je dis commentaire de plateau, bah oui, on a les avis des uns et des autres, plus ou moins éclairés, sur des choses, je suis contre, je suis pour, avec évidemment le lot de polémique qui va avec. Non, nous
nous, ce qu'on veut, c'est sur ces phénomènes-là, on n'est pas là pour les condamner, mais on est là pour les expliquer, pour les faire comprendre. Quand on est reporter, ce qui pour moi est le plus beau métier du monde, on est là pour reporter quelque chose. On peut évidemment offrir un point de vue, on peut offrir prendre un pas de côté et dire prendre de la distance avec l'objet étudié, mais la source c'est le terrain, la source c'est d'aller sur place, c'est d'essayer justement ensuite d'expliquer ces mécanismes qui font nos sociétés ou qui les défont en fonction des avis, mais l'idée c'est pas la polémique d'abord, c'est montrer la chose, l'expliquer et ensuite on peut en parler. On dit souvent qu'il y a deux manières de faire du journalisme d'enquête. Il y a un journalisme engagé, ça peut être simplement, comme vous disiez tout à l'heure, on va choisir d'être du côté des Russes ou du côté des Ukrainiens, on fait un documentaire, et puis on se dit qu'il y aura un autre média qui fera un documentaire de l'autre côté, et il y a une deuxième façon qui est de tendre à la neutralité, à l'objectivité. Vous croyez plutôt auquel modèle ? Moi je crois, j'adhère totalement au deuxième, au point que je suis toujours frustré quand je ne peux couvrir qu'un seul camp. Il y a des conflits extrêmement compliqués où il m'a été donné de couvrir plutôt le camp gouvernemental. Je parle de la Syrie par exemple, mais j'ai eu l'occasion de couvrir une fois le camp rebelle, de pouvoir dialoguer justement avec des jeunes rebelles au moment de la Routa. D'un des épisodes, peut-être que les auditeurs ne s'en souviennent plus, mais enfin, un des épisodes chaotiques de cette guerre syrienne, c'est évident qu'on veut toujours essayer d'aller couvrir les deux camps. J'ai pu le faire en Afghanistan, couvrir le camp gouvernemental et me rendre chez les talibans, et ça, en effet, ça donne deux visions. Pour ce qui est de l'Ukraine, j'ai moi-même été côté ukrainien. En avril, j'ai réalisé un reportage sur les volontaires français qui partaient rejoindre l'armée ukrainienne, donc je les ai accompagnés dans leur périple en Ukraine, à Odessa, à Lviv, à Yaroviv, dans cette quête, un reportage finalement. Qui sera disponible le 7 novembre. Alors non, ce reportage a été fait à l'époque pour le Figaro Magazine. D'accord. Il a été publié dans le Figaro Magazine, mais il montre bien cet afflux de volontaires internationaux et l'Ukraine au début de cette guerre. Là, j'ai eu l'occasion d'aller de l'autre côté. C'est assez rare d'avoir pu couvrir les deux côtés pour montrer un passage méconnu finalement de ce conflit. Enfin, en tout cas, un côté méconnu de ce conflit, puisque j'ai pu me rendre à Kherson, cette fameuse ville qui est aujourd'hui en état de siège. J'ai pu me rendre aussi sur le barrage de Nova Kakhovka qui a été plusieurs fois l'objet de tirs. J'ai pu me rendre dans la centrale de Zaporizhzhia et autour, discuter avec les habitants qui habitent autour de cette centrale qui a été bombardée et qui est l'objet de toutes les attentions. Retourner aussi dans la ville de Mariupol qui a été détruite en mai dernier et discuter avec les habitants qui vivent toujours dans leur cave. Et puis, enfin, je suis allé aux sources de ce conflit, c'est-à-dire à Donetsk, à Lugansk, dans le Donbass, pour voir un petit peu l'état d'esprit à la faveur notamment de ces fameux référendums que d'aucuns ont dit qu'ils étaient complètement bidons, etc., mais que Vladimir Poutine a tenu à conduire pour annexer ces territoires conquis. Donc voilà. Alors, quand on écoute là le récit justement de vos de vos voyages, de vos reportages en Ukraine, et on comprend que évidemment quand on est reporter de guerre ou grand reporter tout court, il faut certains moyens pour pouvoir déjà avoir du temps, ensuite avoir les contacts. Enfin, ça nécessite des financements. Vous, les financements d'Omerta, ils viennent de Charles d'Anjou, donc un homme d'affaires français établi en Russie depuis une dizaine d'années, je crois, ou un peu plus. Il était établi en Russie, il ne l'est plus. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Asie centrale également, qui a travaillé en Ukraine, faut le rappeler, qui a travaillé aussi à l'organisation, par exemple, en 2013, du voyage de Nicolas Sarkozy en Libye. C'est un expert en sécurité, c'est surtout un expert en implantation de grands groupes internationaux dans des pays avec toute la complexité, les lois
lois différentes, et puis savoir si Charles d'Anjou a travaillé pour le groupe Auchan, pour Leroy Merlin, donc des grands groupes qui, dans leur implantation, avaient besoin d'aide, et c'est son expertise, et c'est de là qu'il a... et pourquoi a-t-il souhaité mettre de l'argent pour créer un média ? Tout simplement parce qu'il a travaillé avec la grande reporter de TF1, Lise Ramboudou, pendant 3 mois dans le Donbass au début de la guerre d'Ukraine. Donc il a travaillé pour TF1 à l'époque. Il a même écrit un livre, Mariupol sur les routes de l'enfer, qu'il a coécrit avec Lise Ramboudou. Donc c'est quelqu'un qui a pris goût, je dirais, à l'idée d'informer, et du coup il a souhaité faire ce média en fait qui correspondait pour moi, comme je vous l'ai expliqué au début de l'émission, à une sorte de projet que j'avais depuis longtemps, d'essayer de m'orienter vers le média digital, même si j'adore l'écriture, hein, je continue. Et c'est lui qui a pensé à vous, oui, on s'est rencontrés en fait. Moi, je n'ai pas été qu'avec lui. Hein. Enfin, il y a eu, après mon départ de Match, j'ai travaillé pour plusieurs médias différents, y compris le Canal+. Et donc j'ai réalisé plusieurs documentaires, et puis là il y a eu une opportunité parce que l'idée de faire du documentaire, de pouvoir se donner les moyens ou avoir les moyens d'aller sur place, comme vous le rappeliez, il faut du temps, il faut pouvoir conduire les projets, et puis intégrer cette rédaction à nouveau, travailler avec des jeunes, je travaille avec des monteurs par exemple qui ont la moitié de mon âge. J'avais travaillé avec Tony Comiti il y a 1 an sur un documentaire sur les talibans. Là j'étais plus dans l'orthodoxie du documentaire. Là je suis avec des jeunes qui sont très talentueux. Le recrutement du coup, c'est... Alors oui, en partie. J'ai recruté notamment mon adjointe Aïcha Missi, qui elle vient de terminer son documentaire sur l'Arménie, où elle a passé beaucoup de temps. Et Aïcha est tunisienne, et nous donc elle a travaillé pour BFM Business, elle a travaillé pour LCI, notamment pour David Pujadas. Donc il y a des gens qui viennent vraiment d'horizons totalement différents. C'était une volonté de votre part de recruter des gens plutôt jeunes et pas très expérimentés? Certains ont de l'expérience, et je voulais justement terminer sur mon monteur, qui lui, Maxime Jonas, qui lui a une vision très cinématographique du docu. Donc c'est très intéressant parce que c'est des jeunes qui sont exposés à d'autres techniques, à une évolution de l'utilisation de l'image, et ça donne des choses très intéressantes. Ça donne moi ma façon de faire les docus. Bon, j'en ai fait un certain nombre, j'en ai fait un autre sur Mayotte, j'en ai fait donc j'ai une petite expérience du documentaire, et là je vois la façon dont le monteur travaille. Puis vous savez, quand on fait du documentaire, c'est 50% le monteur, 50% le réalisateur, hein. C'est vraiment une combinaison des deux qui vous amènera à faire un excellent documentaire. Donc je suis très content d'avoir pu monter cette équipe, d'avoir pu monter cette rédaction, d'en prendre la direction aujourd'hui. Encore, voilà, ça fait partie de l'évolution des médias. Et parmi les enquêtes qui seront proposées, ça sera uniquement de la vidéo, ou est-ce qu'il y aura des enquêtes aussi écrites? Alors, comment ça se décline un peu le média? Il y a de l'écrit, hein. Il y a de l'écrit, il y a des commentaires d'actualité, il y aura aussi des grands entretiens, des décryptages, mais si vous voulez, le cœur du métier et le cœur de notre activité, c'est l'investigation. Alors ça peut être sur des longs formats, sur des formats plus courts, c'est l'investigation et c'est le grand reportage. L'idée, c'est vraiment de redonner, ou en tout cas de continuer de perpétuer cette tradition, les lettres de noblesse de ce métier qui me semble résider dans le grand reportage. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est le plus beau métier du monde, quoi. Pour pouvoir justement en vivre de ce métier, vous visez combien d'abonnés? Alors, on espère avoir 15 000 abonnés à l'été prochain. Donc c'est ambitieux, hein. Donc on est à 4,99 par mois pour accéder donc à Omerta, et 49,99 à l'année. Donc c'est pas non plus très très cher, mais voilà, ça fait partie des objectifs d'en avoir 15 000. Et puis ensuite, après, on va voir comment on va le développer. Il y a d'autres expériences, hein, qui ont été conclues, qui ont été conduites, pardon, avec des formats parallèles. Ça peut être Brutix, Vice News, Néo. Donc ça existe, mais voilà, moi je suis très content en tout
tout cas d'être dans des médias qui sont à la pointe quelque part de ce qui se passe dans le monde médiatique aujourd'hui, et j'espère que cette expérience sera un succès, quoi. Oui. Alors vous avez publié chez Bouquin cette année même, je crois en 2022. Cette année, oui, bien sûr. La vérité du terrain. Vous disiez au début de l'émission justement que vous opposiez un peu le terrain aux experts. Est-ce que quand on est reporter, quand on est sur le terrain, il y a pas autre chose aussi, une autre faille dans laquelle on peut tomber? C'est il y a cette citation de Charles Péguy qui disait le plus difficile c'est de voir ce que l'on voit, c'est pas de dire ce que l'on voit. Je vais vous dire totalement. Vous êtes de voir ce que l'on voit, c'est une belle façon d'expliquer la démarche. Je dis, je l'ai un peu esquissé au début de l'interview. On en sait un tout petit peu plus quand on va sur le terrain que quand on n'y va pas, mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant. Vous prenez les Russes, par exemple, il y a ce que j'appelle chez les Russes toujours un doute qui doit vous habiter, c'est ce que j'appelle le syndrome Tintin au pays des soviets. C'est-à-dire de vous dire, si vous amène à tel endroit ou si vous laisse aller, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils vous disent, enfin voilà, faut toujours, mais ça c'est quel que soit, je vous dis les Russes parce que quand on pense Russie, on pense propagande et on pense soviétisme, on pense à tout un tas de mises en scène, donc il faut être extrêmement prudent, mais ces mises en scène elles existent aussi dans d'autres pays, y compris dans le camp occidental, donc il faut toujours vous dire que d'abord vous êtes sur un terrain, à la base vous n'avez rien à y faire, vous y êtes pour raconter l'histoire des gens, vous y êtes pas pour raconter votre histoire, vous y êtes pour raconter l'histoire des gens et essayer de la mettre en lumière, ou en tout cas de la rapporter aux autres pour expliquer ce qui se passe, et ce faisant il faut toujours se questionner, il faut toujours être vigilant, ça c'est une impérieuse nécessité pour ne pas tomber dans les pièges, ou tout simplement ne pas être induit en erreur, ce qui peut arriver, hein. Moi je veux dire, je ne condamne pas certains de mes confrères qui ont pu tomber ou dans commettre des erreurs, commettre des impairs. Moi-même j'en ai sans doute commis, et en tout cas après c'est l'expérience qui parle. Quand on est reporter depuis 20 ans, on a une certaine psychologie, on a une certaine connaissance de l'âme humaine, et on peut pas vous mentir. On commet forcément on peut pas vous mentir. Moins d'erreurs. Voilà. Est-ce que on parlait justement de la Russie, vous avez travaillé 6 mois après Paris Match pour RT France. Alors pas de chance parce que il y a eu les événements qu'on connaît derrière. Ouais. Est-ce que quand vous vous êtes engagé chez RT France, on vous avait déjà mis en garde, ou vous-même vous saviez que vous mettez les pieds dans quelque chose de potentiellement quand même risqué? Écoutez, d'abord, si je suis allé chez RT France, c'est parce que il y avait pas beaucoup quand j'ai été licencié de Paris Match, il y avait pas beaucoup de possibilités de retrouver un salaire et un CDI, donc ça c'était une des possibilités. Donc il y a aussi cette donne, hein. Moi je me suis retrouvé au chômage. On est quand même dans un monde médiatique où il fait très froid dehors quand on n'est pas dans une rédaction au chaud. Voilà, ça c'est une première, mais c'est pas la seule raison. L'autre raison, je l'ai déjà dit, c'est que j'ai couvert énormément, notamment autour de conflits, le camp que j'appellerais occidental. J'ai passé beaucoup de temps en Afrique avec les soldats français. J'ai passé beaucoup de temps en Afghanistan et en Irak avec les soldats américains. Dans le cadre de RT toujours? Non, général, Paris Match. Donc pendant de nombreuses années, j'ai couvert des événements du côté occidental. Je suis allé aussi en Syrie. Vous avez voulu voir aussi, par curiosité, comment c'était de l'autre côté? Ce qui m'intéressait, c'est comme RT ne posait pas... Si vous voulez, quand on parle d'RT, il y avait, je dois le dire, une certaine liberté à l'intérieur au niveau de nos choix de sujets. Et surtout, on m'a jamais demandé, sinon j'aurais jamais accepté de participer, de rejoindre cette chaîne, de réciter un catéchisme du Kremlin tous les matins. On me demandait pas, on me disait attention,
comment Sergei Lavrov a dit ça, donc il faut dire la même chose. On en est conscient quand même, parce que quand on est dans quand on est sur France 24, c'est la France qui finance France 24, faut qu'il y ait un retour sur investissement. La vraie question, c'est est-ce que jusqu'où on vous laisse pouvoir critiquer éventuellement le camp qui vous nourrit, on va dire, sur France 24. Est-ce qu'on peut parler, être critique vis-à-vis de l'attitude de la France? Sujets sur lesquels c'est ça la vraie question. Donc sur RT, ce n'était pas un média de propagande, certainement moins que Sputnik ou que d'autres médias russes, et qui nous laissait, moi en tant que reporter, j'avais une grande latitude. Encore une fois, c'est une expérience que j'ai fait parce que j'imaginais, et c'est là où je voulais en venir, que j'aurais pu voir, par exemple, accompagner les casques bleus russes dans le Karabakh, dans l'Artsakh. C'est des sujets qui n'ont pas été faits. Il y a aussi la question du nord de la Syrie et de la zone d'Idlib, où les Russes travaillent avec les Turcs. Il y a le monde turc aussi, qui nous est difficilement pénétrable quand on est journaliste occidental. Donc là, je me disais, oui, il y a peut-être quelque chose à tenter. Je précise que j'ai toujours été parfaitement conscient qu'il s'agissait d'un média d'influence. En tout état de cause, moi, ce que je vous dis, je n'ai jamais véhiculé la propagande du Kremlin. Ce n'était pas dans mon intérêt, ni dans mon souhait. Et si ça avait été le cas, je n'aurais pas rejoint RT. Et pour terminer, j'ai passé, comme vous l'avez signalé, 27 ans à Paris Match et 6 mois chez RT. Voilà. Et justement, durant vos 6 mois chez RT, j'imagine que vous avez pu observer attentivement la stratégie russe et vous y intéresser de manière peut-être très précise. Est-ce que vous avez été surpris de cette attaque et de l'absence du peu de résultats de cette attaque jusqu'à aujourd'hui dans cette guerre? Vous voulez dire beaucoup de conflits. Militairement, exactement. Alors ça, il y a deux aspects dans votre question. Surpris, je pense, comme la plupart des observateurs qui étaient, à part les services de renseignement américains qu'il faut reconnaître d'avoir été assez clairvoyants dans cette histoire, et notamment la CIA, qui s'est un peu rattrapé d'échecs passés et d'absence d'analyse sur des choses qui ont pu se passer sur le terrain. Là, les Américains avaient clairement vu qu'il y avait une volonté des Russes d'attaquer. Ensuite, nous, on imaginait qu'il s'agissait, comme beaucoup, que Poutine n'irait pas jusqu'au bout. Finalement, il avait décidé d'y aller, il y est allé. Ça nous a surpris, ça a évidemment provoqué un bouleversement et forcément, quand on fait partie d'RT France, un certain questionnement. En plus, après, il y a eu quelque part la violence de l'interdiction de la chaîne, décidée par Ursula von der Leyen, d'ailleurs au nom de principes juridiques assez flous. Et puis RT France, ça représentait quand même 176 salariés, quasiment tous français. Donc c'était voilà. Militairement, avec votre expérience de terrain de reporter de guerre, est-ce que vous comprenez que l'armée russe soit mise un peu en échec? Difficulté? Oui, je comprends. Je pense que l'armée russe, ce qui s'est passé, et ça, je le montre beaucoup dans mon documentaire qui sera diffusé le 16 novembre sur Omerta, c'est que l'armée russe a eu l'avantage au début, même si il y a eu des cacophonies, il y a eu une absence de direction des fronts. Il y avait 3 fronts qui étaient commandés par 3 commandements différents. Enfin bref, tout ça a fini par être unifié. La Russie a décidé d'intervenir autour de Kiev pour ensuite se retirer de ces zones. Donc elle a montré des fragilités stratégiques et des fragilités tactiques, et aussi un manque d'adaptation. Alors attention, elle est moins moderne que l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne formée par les Américains, formée par les Occidentaux, disposant d'armes extrêmement sophistiquées, extrêmement performantes. Là, on s'est rendu compte que la Russie, oui, utilisait du vieux matériel, mais la Russie a une puissance de feu qui reste considérable à la quantité d'armes, alors que les Ukrainiens ne l'avaient pas. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, et ce que j'ai remarqué moi sur le champ de bataille, c'est véritablement l'utilisation très efficace et de plus en plus efficace par les Ukrainiens des armes données par les Occidentaux. Je vous donne 2 exemples, simplement, enfin 3 exemples. On pourrait citer le M777, qui est le mortier de 150 mm américain. On peut citer surtout les Arch, qui sont des missiles AGM-88, qui sont des missiles
pour dédié justement à l'oblitération des batteries de défense anti-aérienne russes et qui ont vraiment bien fonctionné. Et surtout le M142, c'est-à-dire les missiles HIMARS, qui eux ont fait véritablement des ravages dans les stocks de munitions russes, finalement rééquilibrant une offensive qui tournait au départ à l'avantage des Russes et qui finalement aujourd'hui est en train de s'enliser à cause de cette répartition. Ensuite, les Russes sont revenus avec quand même il faut reconnaître une sorte d'éclair de lucidité et une tactique en utilisant ces fameux Goran 2, qui sont la copie des Shahed iraniens, des Shahed iraniens trafiqués, améliorés, on dira, et qui ont surpris la défense anti-aérienne ukrainienne au point finalement d'être responsable de la destruction d'un tiers des installations électriques ukrainiennes. Donc voilà. Donc chaque camp s'adapte. Aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre assez atroce, une guerre très statique où il y a beaucoup de morts de part et d'autre. Et voilà. Et donc les Russes sont arrivés avec un avantage. Ils ont montré leur faiblesse au niveau du commandement, faiblesse au niveau de l'archaïsme de certains de leurs matériaux de combat, mais il leur reste qu'ils ont encore aujourd'hui beaucoup d'armements, beaucoup de munitions, ce dont les Ukrainiens manquent. Ça peut durer manquent. encore longtemps, selon vous, c'est impossible à dire. C'est impossible à dire. Pour le moment, on n'est pas dans le temps de la guerre, on n'est pas dans le temps de... Même si, on le sent bien, l'article du Washington Post d'il y a 2 jours expliquait que le gouvernement américain tentait de faire pression sur Zelensky pour qu'il reste ouvert à la négociation. Bon, négociation, on a bien vu que du côté de Poutine, il n'y avait pas non plus de... Mais bon, on commence à... le même Washington Post citant aussi le Pentagone, expliquant que le Pentagone maintient des liens avec des généraux russes. Donc il y a un dialogue qui est encore... C'est pas isolé totalement. Exactement. Donc, mais tout ça, ce n'est pas un hasard si ça intervient maintenant, parce que à un moment... Vous savez, les Américains, ils ont fait le pari que Zelensky gagnerait la guerre, que les Ukrainiens gagneraient la guerre. Pour le moment, même si ils ont remporté des victoires récemment, ils n'ont toujours pas conquis de villes d'importance, reconquis de villes d'importance. Le front s'est plus ou moins stabilisé. L'hiver va être très froid, notamment pour les civils, donc il va falloir tenir. Et puis au niveau des opinions internationales, je vais pas revenir dans le détail, mais les conséquences de cette guerre en Ukraine se font largement sentir au niveau alimentaire, au niveau énergétique, de façon à peser sur ces opinions. Et ça, il y a une sorte de course contre la montre dans laquelle finalement Poutine, qui à un moment avait le temps contre lui, maintenant a plutôt le temps avec lui, et notamment l'hiver. On va voir ce que le fameux général hiver, qui a si souvent servi les Russes avec les Polonais, avec les Français ou avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, leur sera favorable cette année. Rien n'est sûr, mais en tout cas, pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est pas un conflit qui va se terminer demain. Alors c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je vais vous soumettre à un petit questionnaire, des médias, pour voir un peu quelle est votre consommation des médias, votre approche des médias. Volontiers. Alors le but, c'est de me répondre de manière assez brève. D'accord. Alors, la chaîne de télévision que vous regardez le plus? Les chaînes d'infos en continu, il y en a 2, BFM et CNews. La station de radio? J'écoute Radio Classique. Votre podcast favori, si vous en avez un? Podcast favori, j'en avais écouté un. Oh là là. Bon, c'est pas une obligation, hein. Mais j'en ai écouté, j'en ai consommé à un moment. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai plus le temps. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel vous êtes particulièrement? Twitter, comme beaucoup de journalistes. Pour avoir des infos, parce que il y a des choses qui sont partagées, pas pour la virulence du média. Il peut être très toxique, Twitter, mais quand on arrive à l'utiliser, on peut effectivement avoir accès à des choses très intéressantes. Le dernier film que vous ayez vu au cinéma, en salle? Novembre. La dernière série que vous avez terminée? Narcos, avec un peu de retard, mais ça m'a donné des idées. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe en Colombie. En Colombie, pardon. Ouais. Le journal ou le magazine que vous lisez le plus sur un format papier? Le Parisien. Le Parisien. Le dernier livre que vous ayez lu? Le Mage du Kremlin. Alors l'auteur porte un nom italien qui me pardonne. C'est Giuliano d'Empoli. Voilà, exactement. Mais j'ai trouvé que c'était qui était nominé pour le prix Goncourt, et c'est un de ses livres très très éclairants, notamment sur la question de la Russie et du pouvoir de la galaxie Poutine.
le prochain grand média à disparaître, selon vous ? Je pense malheureusement que ce sera des médias papier. C'est terrible parce que moi je suis un fils de la presse magazine, mais je pense que malheureusement, ce qu'il y a à côté de moi là, vous voyez, c'est en train de tuer la presse. Alors il va en rester, mais bon, il y a pas de place. Il y a beaucoup de news magazines qui ont extrêmement beaucoup de difficultés. Enfin tous les médias. Et puis surtout, n'oubliez pas avec le papier, c'est le prix du papier. Le prix du papier a considérablement augmenté. Nous ça va, les ondes c'est gratuit. Pour le moment, ça reste encore gratuit. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Radio J et de nous avoir partagé du coup votre approche des médias et parler de ce nouveau média Omerta qui se lance donc le 16 novembre. Et je rappelle aux auditeurs, abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on va vivre et c'est comme ça qu'on pourra vous proposer ces contenus. Donc omertamedia.fr et vous pouvez déjà vous abonner. En tout cas, rendez-vous le 16 novembre pour le visionnage de nos premiers documentaires. Rendez-vous le 16 novembre et moi je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro avec Jacques Legros qui va nous parler de sa quarantaine d'années passées à TF1 et de ce que c'est de présenter le journal de 20h et de 13h. Bonne semaine à vous, au revoir.